Il y a des gens qui rêvent de faire partie d'une commune, de ne pas trop avoir d'obligations, de se dire, tiens, il n'y aura pas trop de gouvernement. Il y a même de plus en plus d'anarchistes à Montréal. On le voit dans les rues, là, des gens qui disent l'État, ça ne sert à rien. Alors, un des grands fantasmes de bien du monde, c'est de vivre dans cette commune-là. À Montréal, actuellement, il y a des représentants d'une bourgade anarchiste qui est située à Copenhague. Ça s'appelle Christiana. Et c'est connu mondialement. Et là-bas, c'est une des attractions touristiques, même c'est devenu une attraction touristique à Copenhague. Et ce sont d'anciens hippies qui ont fondé ça dans des baraquements militaires désaffectés et qui sont installés comme des squatteurs et qui ont fait une ville. Et depuis ce temps-là, c'est une ville, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseil de ville, il n'y a pas de structure de quartier, rien. C'est la démocratie absolue. On parle, on jase, puis on essaie de se développer des structures, regarder les images. Il y a un Québécois qui a vécu là-bas pendant un certain nombre d'années. Il s'agit de M. François Bellemare qui est avec nous. Bonsoir, M. Bellemare. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire là, dans cette bourgade-là? Au départ, j'étais dans la vingtaine. J'avais travaillé quelques années déjà à Montréal comme ébéniste, qui est mon métier de départ. Et puis, en 1983, comme ça, je suis parti pour aller faire un tour en Europe. J'ai été d'abord dans l'Arctique, au Groenland, où j'ai rencontré des Danois. Après ça, j'ai été en France. J'habitais un an en France. Et puis, plus tard, je me suis dit, je vais aller faire un tour au Danemark. Alors, je suis arrivé là avec, l'idée de voir qu'est-ce qui se passait un peu dans le pays et puis peut-être de m'intéresser à des structures coopératives au niveau de l'artisanat ou des choses comme ça. Puis, je suis tombé sur ce quartier-là qui est au cœur de Copenhague. Donc, c'est en plein milieu de la ville, c'est Maintenant, ça? oui. Depuis le milieu du 20e siècle, où les Parce villes qu'au début, c'était à l'écart de la ville, mais la ville s'est développée. C'est-à-dire que le camp militaire, au début du 19e siècle, était situé au faubourg de la ville et avait été construit en vue d'une attaque venant des Suédois ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, c'est sûr qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était devenu complètement désuet d'avoir un camp militaire en pleine ville et l'armée a déménagé à l'extérieur de Copenhague pour aller dans des installations plus adéquates pour une armée... Là, comme c'était vide, il y a des squatteurs qui sont invités. Oui, parce que... Donc, des hippies. Il y avait beaucoup de hippies. Oui, parce que si on se replace au tournant des années 70, il y a, dans les grandes villes occidentales, une crise du logement. Les enfants du baby-boom des années 50 arrivent à l'âge adulte. Il manque de logements abordables à l'intérieur des villes. Et là, devant un immense espace comprenant déjà des casernes, des laboratoires, des entrepôts, s'établit une espèce de quartier de squatteurs qui est fondé, qui a trois racines. Si vous voulez, il y a d'abord le mouvement d'occupation des villes, qui était très, très fort en Europe, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en France, dans les années 70, alimenté par je dirais, la contre-culture ou la culture hippie des années 70 qui se disait, c'est un endroit rêvé. Peace and love. Peace and love. Et c'était, comme ils l'ont appelé dans une revue alternative du Danemark à ce moment-là, une terre de miel et de lait. C'est-à-dire que tout est possible, tout est à faire. La troisième source d'inspiration, surtout au début, c'était la pensée anarchiste. Ah ouais, la pensée anarchiste... Pas d'État. C'est ça. Et c'est le pensée anarchiste au sens étymologique, là. Ça ne veut pas dire des casseurs... Pas le bordel, là. Non, pas aller briser des vitrines à coups de bottes de baseball. C'est de fonctionner sans avoir de structure au-dessus de nous, sans avoir d'instance gouvernementale autre que vous et moi, on discute pour trouver une solution. Donc, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseil de ville, il n'y a pas de structure d'État. Mais comment on fait pour décider? Il paraît que je disais dans le Devoir ce matin que ça donne lieu à des palabres qui finissent plus. Là. Je veux dire, les citoyens, il y a combien d'habitants à peu près là-dedans? 1000? Un millier? Oui, c'est ça, autour de 900 ou 1000 personnes. Donc, on se réunit, puis là, est-ce qu'on fait un trottoir à tel endroit, là? Souvent, ça peut être ça, mais souvent, dans le fonctionnement de la démocratie directe, il y a beaucoup de responsables autoproclamés. Autoproclamés. Des leaders, des gens qui font... Des gens qui ont envie de faire quelque chose. Comme, mettons, on dit, tiens, vous étiez journaliste dans une autre vie, pourquoi pas lancer, une ce journal, radio, c'est tout le temps l'occupe. Oui, puis on pense, puis on s'autoproclame... TVA Christiania, puis on lance ça, puis, si on est assez fou pour alimenter nos rêves, ça va prendre son envol. Et si ça manque d'énergie, ça va durer quelques temps, puis après ça Puis l'argent là-dedans?
Bien, d'abord, il y a une économie locale assez florissante. Hein. Moi, je travaillais comme, par exemple, dans l'atelier d'ébénisterie, de menuiserie de cet endroit-là. Donc, on faisait des fenêtres, on faisait des escaliers, on faisait des tables, des meubles, on faisait... Mais vous ne payez pas de loyer parce que c'est des baraquements, là. Non, les résidents ne paient pas de loyer à un propriétaire, parce qu'il n'y a pas de propriétaire, mais ils paient une contribution aux dépenses. Ah, OK. Alors, tout le monde... Comme des frais de condo, dans le fond. Là. Bien, si on veut. Un gros condo. Mais c'est bien beau. Hein? Ça a l'air bien facile de parler de ça, de dire qu'il n'y a pas de contraintes, qu'il n'y a pas de loi. Mais on se retrouve rapidement face aux exigences de cette liberté-là. C'est-à-dire, alors je donne un exemple. À un moment donné, j'habitais en partage avec d'autres personnes. On était 8 adultes, 3 enfants, et on habitait dans un petit village de roulotte à l'intérieur de Christiania. OK, ça, c'est vraiment la vraie commune. Oui. Et qui n'avait pas l'eau courante, qui n'était pas relié à l'égout. Alors, on discutait, ça serait bien d'être relié au système d'égout, puis le brancher sur le système de la ville de Copenhague. Alors, moi j'arrivais avec là, ben oui, pourquoi on le fait pas? Ben, on m'a répondu, tiens, c'est simple. Là, il y a une pelle, il y a une brouette. Fais-le, toi. Ben, puis tout le monde en bas. Si tu réussis à convaincre assez de monde, ça se fait, sinon ça se fait pas. Et on s'est auto-convaincu, on s'est lancé, et je pensais jamais, dans 100 ans, de vivre dans le monde occidental, quelque part sur la planète, et d'être obligé de creuser moi-même. Au pic par appel. L'avez-vous fait? Ben oui, on l'a fait. Vous avez fait votre égout? Ben oui. Ah oui? Ben oui, pourquoi pas? Aïe. Alors, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, ben c'est ça la pensée anarchiste. C'est qu'il n'y a pas un service des égouts que tu vas appeler pour dire que ton affaire ne fonctionne pas. Il faut que tu le creuses toi-même. Donc, les anarchistes qui lancent des roches puis qui disent il faudrait repartir à zéro, ils pensent pas qu'il faudrait travailler pour repartir à zéro. C'est une caricature de la pensée anarchiste, là, la délinquance. Comme ceux qu'on voit dans les rues actuellement dans les manifs. Là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est de pouvoir fonctionner sans avoir tout le temps recours à une instance gouvernementale, à une autorité. On est soi-même on doit poser nous-mêmes nos propres balises. Il faut pas qu'on... Tu sais, c'est comme de dire... Donc, il n'y a pas de boss. Il faut s'entendre tout le temps, constamment entre nous. Oui. Et il faut initier des projets. Mais la morale, comment ça se vit? Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de limite, est-ce qu'on peut se promener tout nu? Est-ce qu'on peut... Certainement. Je veux dire, il y en a qui le font peut-être, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vivent une vie aussi de famille plus classique. Il y en a qui Il y a des noyaux familiaux? Il y a des noyaux familiers. Mais il y a des gens qui ont eux-mêmes des enfants et dont même les parents sont nés à Christiania parce que ça dure depuis 45 ans. Mais est-ce qu'il y a des règlements d'ordre moral? Je veux dire, est-ce qu'il y a une moralité? Oui, il y a quelques règles à suivre. Comme? Pas de voiture, pas d'armes, pas de drogue dure, hein? Héroïne, cocaïne, tout ça. Pas d'appartenance à un groupe criminalisé, comme les moteurs criminalisés. Donc, on n'a pas le droit d'avoir d'insignes d'un groupe criminalisé ou de gilet pare-balles. Ça a été les quelques barrières que la communauté a dressées dès le début pour protéger la liberté de tout le monde. Si vous voulez, il faut faire une pause et on verra ce que ça veut dire dans le quotidien des choses pour le reste, après la pause, dans 3 minutes. Avec moi, François Bellemare, qui a vécu dans la petite bourgade anarchiste de Christiania, au Danemark. Et avant la pause, je parlais de balises morales. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que quelqu'un ne trouve pas acceptable, quelqu'un qui fait pipi en plein milieu de la place, les autres ont le droit de l'arrêter, ou si c'est la liberté absolue de tout le monde? Comment ça marche? Les autres vont l'arrêter. C'est comme si on dit, est-ce que vous avez le droit de jouer de la musique chez vous? Oui, mais tu sais, si vous faites jouer ça à 3 h du matin, je vais vous appeler, je vais vous dire, écoutons, Denis, là, attendons, tu sais, respecte un peu notre sommeil. Alors, c'est un petit peu comme ça. Il faut, la liberté de chacun s'arrête où? Là où commence et la morale anarchiste, les hippies, les anarchistes, est-ce que sexuellement, il y a des échanges entre tout le monde ou comment ça marche? Pour ceux qui le veulent, mais ça ressemble, je dirais que sur ce côté-là, ça ressemble un peu au comportement qu'on peut retrouver dans une ville comme Montréal, dans une population jeune, assez ouverte, tout ça. Bien sûr, Christiania est connue pour sa maison des bains,
hein, où la mixité se passe dans la nudité complète, là, tout le monde ensemble, les hommes, les femmes, les enfants. Il y a aussi son célèbre drapeau aux 3 points jaunes sur fond rouge, qui vient des points sur les 3 lettres I du mot Christiania. On voit aussi à l'écran toutes les créations architecturales où les gens habitent dans des maisons au nom particulier, comme la pagode, le 6e sens, le tapis volant, la pyramide, la patate chaude, la maison banane. Mais le véritable poumon, je dirais, de Christiania, c'est peut-être sa scène culturelle. Avec les arts visuels, les spectacles pour enfants, la musique surtout, on compte chaque année plus de 1000 événements culturels pour une communauté de 900 personnes. Est-ce qu'il y a des policiers qui y vont? Il n'y a pas de policiers municipaux du quartier, mais il y a des policiers autour. Il y a souvent des razzias qui viennent de la police municipale. Ou parce de que la vous avez le droit de prendre la drogue, là, c'est ça? Non, mais c'est Christiania laisse libre cours aux drogues douces et s'oppose fermement aux drogues dures. Donc, la communauté a réussi à freiner la prolifération des drogues dures, l'héroïne, la cocaïne et tout ça, tout en tolérant celle des drogues douces. Mais comme c'est pas permis au Danemark, il y a souvent des razzias de la part de la police municipale et, ou des troupes de sûreté de l'État et des combats de rue mémorables. Les autorités du Danemark, d'une part, sont en un acte de répression, par exemple, contre ça, et d'autre part, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. À court ou à long terme, ils vont devoir, comme tous les gouvernements occidentaux, libéraliser l'usage des drogues douces. Ils ne pourront pas le contrôler et ils le savent très bien. Vous avez dit à mon recherchiste que ça pouvait s'inspirer, vous faire penser au Cirque du Soleil. On voit plein de couleurs, là. C'est des anciens baraquements qui ont été peints de toutes sortes de façons. En quoi c'est comparable au Cirque du Soleil? Bien, mettons que si on veut faire une comparaison avec le Québec, supposons que le Cirque du Soleil, là, qui a commencé à Baie-Saint-Paul il y a déjà une quarantaine d'années, et avait conservé l'espèce de non-propriété sur l'organisme, sur tout ça, et ce serait continuellement alimenté au fil des années dans un renouvellement perpétuel et ne serait pas une propriété privée qui est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en vente, comme n'importe quelle compagnie à action. Alors, c'est un petit peu ça, Christiania. Comme il n'y a pas de propriété sur les bâtiments... Personne n'est propriétaire de rien. De son bâtiment. Et là, ils ont réussi, après 45 ans d'affrontements de toutes sortes, politiques, judiciaires, policiers envers les autorités danoises, ils ont réussi à signer un traité récemment qui fait que l'État danois a lancé la serviette dans ses tentatives de mettre fin à l'expérience et a décidé, une fois pour toutes, d'autoriser. Et ils ont mis sur pied un fonds qui émet des parts sociales qu'on peut acheter même ici à Montréal pour clore le long chapitre de l'affrontement avec le gouvernement danois. Donc, ils ont décidé, après 45 ans, de légaliser l'endroit et de... C'est accepté maintenant. Mais il y a plein de touristes. Il paraît que les touristes convergent. Vous demeurez là, vous faites prendre en photo comme si vous étiez une valeur touristique, là. Des éléphants ou des gorilles dans la jungle. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ressemble beaucoup plus, je dirais, à des résidents, on en parlait pendant la pause. Par exemple, des résidents d'un quartier historique là, au Québec, comme les résidents du Petit Champlain, dans la ville de Québec ou du Vieux-Montréal. Est-ce qu'il y a des commerces comme ils sont habitués à avoir des... Ben oui, il y a une 50aine de commerces. Ah oui? Donc, est-ce qu'on vend des souvenirs aux touristes?
Ben, il y a des livres, il y a des photos, il y a des cartes postales, mais il y a aussi beaucoup de... Par exemple, il y a un endroit où on vend des matériaux de construction recyclés. Il y a les ateliers de menuiserie, de métal, ceux qui... En quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça? Parce que là, il y a un colloque là, en fin de semaine, c'est pour ça qu'on vous a invité, là, organisé par le philosophe. Là. Ah oui, mais c'est donc une des plus grandes institutions de la planète, hein, l'Université de philosophie. Tout le monde reconnaît son prestige à travers le monde. Et ils organisent justement du 26-27 mars jusqu'au 2 avril un symposium qu'ils appellent un sympholium à Montréal et qui comporte, entre autres, mardi prochain, le 31 mars, une conférence de presse et la présentation d'un film sur Christiania qui aura lieu au Théâtre du Rialto. Il me reste 20 secondes. Est-ce qu'on peut s'inspirer? Il y a des choses dont on pourrait s'inspirer ici au Québec? Autogestion. Le mot qu'on martèle si souvent dans nos grandes idées. Bien, il y a eu un épisode à Montréal il y a une vingtaine d'années quand Pierre Bourque était maire. Il faut dire que la majorité venait d'accepter la proposition du maire qui les reloge dans un squat tout neuf. Alors moi, je le fais confiance. Je pense que ça va être à eux maintenant de faire la preuve devant les citoyens qui peuvent agir en bons citoyens. Alors, c'est un beau défi pour eux. On va les aider. D'un mini-quartier, je crois c'est Préfontaine. Les jeunes ici qui font flotter toujours le drapeau noir sur le toit du centre Préfontaine. Drapeau des anarchistes. Drapeau des anarchistes, exactement. Bien, devront se structurer légalement. C'était comme un rêve qui arrivait finalement là, à Montréal, un collectif de même qui habite ensemble, let's go, une mini-communauté qui s'organise, autogérée, tout. C'était de créer quelque chose de nouveau, d'alternatif, puis de possible. Qui a eu une existence très éphémère de quelques semaines. On apprend au quotidien à s'organiser collectivement puis de façon autonome. Labourer le jardin, s'occuper des animaux, prendre soin des enfants, rénover, réparer puis aménager la place. Mais, à un moment donné, la tolérance s'est évaporée. On est moins ouvert qu'au Danemark. Hein, ça nous c'est fort possible. On veut des taxes ici. Ah, vous parliez tantôt du Cirque du Soleil. Merci d'avoir participé à l'émission. Au retour, Guy Laliberté serait sur le point de le vendre, le Cirque du Soleil, imaginez-vous. Et ils ne vendent pas des pinottes là, pour 2 milliards de dollars. On en parle dans 3 minutes après la pause.